Bonjour, je suis Christina Wurt, je suis éthicienne clinique au CHUV et j'ai une formation en éthique clinique et aussi en anthropologie médicale. Et pour le sujet d'aujourd'hui, la capacité de discernement, on commence avec des exemples différents. On ne va pas y aller trop profond, mais juste pour voilà, un peu entrer dans la thématique. Après, on va voir le cadre juridique, les fondements éthiques, l'application clinique et les questions et discussions. Alors, commençons par l'exemple. On a la vignette 1. C'est une femme de 55 ans qui vit seule, elle est serveuse. Elle vient avec une baisse de l'état général, vertige, nausées et douleur abdominale. Les tests révèlent un taux d'hémoglobine de 64, ce qui vous amène à suspecter une hémorragie gastro-intestinale. Vous proposez donc une OGD qu'elle refuse. Qu'en est-il avec la capacité de discernement? Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez des idées, des choses qui vous passent par la tête? On est un peu tous à l'heure. Non, non, c'est pas nécessaire. J'entends très bien. Alors, si c'est pour... Ah, c'est pour le... Oh, pardon. Et la difficulté. C'est un niveau supplémentaire syntaxique. Oui, je sais pas. J'ai oublié. Oui, oui. Merci. Oui. Je pense que la capacité de discernement se questionne à ce moment-là, mais je pense qu'en amont, il faut déjà voir si ça a été expliqué à la patient pourquoi on doit le faire et puis après évoquer cette capacité de discernement. Je pense que oui, ça se pose, mais il faut réfléchir en amont si tout a été bien expliqué et compris par la patiente. Et puis effectivement, moi j'essaye de leur redemander qu'est-ce qu'ils ont compris, est-ce qu'ils ont compris les risques aussi de cette décision-là. Et puis c'est une fois qu'on s'est assuré de la compréhension des conséquences possibles qu'on peut éventuellement être, effectivement aller dans leur sens. Oui, absolument, la compréhension. Et finalement, je me demandais quelles sont les alternatives si on décide de ne rien faire. En fait, si elle a tout à fait compris quelle est la suite, et selon le degré d'urgence, ce qui va se passer, tout en impliquant les gens proches, je pense. C'est important dans ce cas. C'est ça, exactement. Maintenant, la vignette 2. J'ai fait un peu plus vite qu'avant parce que j'ai vu que les 30 minutes, ça devient un peu difficile. C'est le même tableau clinique, tous la même chose, sauf maintenant il s'agit d'une joueuse invétérée sous curatelle de portée générale. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Oui. Quoi? Ça dépend si le curateur a la représentation thérapeutique ou pas, s'il peut se positionner là-dessus. C'est une question, oui, importante peut-être, oui. Disons, notre probabilité pré-test qu'il y ait des problèmes de discernement chez cette patiente est nettement plus élevée par rapport à la situation d'avant. On a déjà un gros drapeau rouge, elle est déjà sous curatelle. Donc, oui, c'est ça, oui. Mais c'est aussi vrai que le fait qu'elle est sous curatelle de portée générale ne signifie pas automatiquement qu'elle n'est pas capable de discernement par rapport aux décisions médicaux. Ah oui, ça j'ai oublié. Ok, maintenant, le même cas, mais avec les troubles schizoaffectifs. Qu'est-ce que vous pensez? Si vous voulez. Oui. Ah oui, ça dépend beaucoup de la phase de ces troubles, bien sûr, mais pas automatiquement non plus. C'est ça, oui. Ça ne veut rien dire automatiquement. Maintenant, la femme a 89 ans avec des troubles cognitifs. Et ici, qu'est-ce que ça change un peu dans l'ensemble? L'espérance de vie. Oui, ça aussi peut-être. Je pense que là aussi, c'est par rapport à la sévérité des troubles cognitifs. Parce que, voilà, si elle a un trouble cognitif léger, ça n'implique pas forcément une capacité de discernement douteuse. Mais je pense qu'il y a la gravité des troubles cognitifs, mais ça ne type pas directement, je pense, une capacité de discernement perdue, quoi. Oui,
Exactement. Mais quand même, il faut aussi savoir que l'âge, ça, c'est quand même quelque chose, l'âge avancé, qui pourrait rendre plus probable qu'elle soit incapable de discernement avec ce trouble. Je peux juste faire je me permets juste d'intervenir pour revenir à une question très importante qui a été posée tout à l'heure. La question d'avoir une représentation thérapeutique dans la curatelle mentionnée, elle est de portée générale. Par définition, il y a une représentation thérapeutique dans une curatelle portée générale. Oui. Elle peut être que de représentation, mais une fois qu'elle est de portée générale, elle implique une représentation thérapeutique. C'est ça la définition, et ça c'est une chose importante. Et je me tourne vers vous rapidement pour vous poser une question. Vous avez dit, c'est pas parce que la personne est sous curatelle qu'elle peut ne pas avoir sa capacité de discernement par rapport à une décision. Ok, j'entends. Mais on doit systématiquement impliquer le curateur, j'imagine, dans une portée générale. D'après ce que je sais, il faut l'impliquer, l'impliquer, mais s'il dit par exemple que cette personne-là peut faire ses choix par rapport aux soins médicaux, elle-même, il sera plus impliqué. Ok, mais on l'a demandé son avis formellement. Oui. Ok. Merci, c'est tout. Beaucoup. Ou il faut se rassurer, comment on le fait, je sais pas, mais rassurer que qu'est-ce qui se passe pour les soins médicaux? Est-ce qu'il est en charge ou pas? Toujours, oui. Quand il y a un curateur. Oui. Merci. Maintenant, la dernière vignette, c'est la même que le slide précédent, mais maintenant, elle accepte tous les examens. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie quelque chose pour la capacité de discernement ou pas? Non. C'est vrai que ça veut rien dire. Elle peut aussi être incapable de discernement, même si elle dit oui à tout. Maintenant, en principe, on peut dire qu'avec la progression de l'âge et le développement de maladies chroniques, comme les démences, les accidents vasculaires cérébraux, que la pression existentielle des décisions a tendance à augmenter en cas d'incapacité de discernement surtout. Alors, il s'agit des décisions lieu de vie ou projets de soins, questions à la fin de vie en général, par exemple. Et cela se montre aussi un peu, par rapport à l'incapacité de discernement et les personnes âgées dans une revue littérature, c'est déjà un peu plus vieux, c'est de 2011, qui montre que les personnes âgées, par exemple résidentes d'EMS ou avec des maladies comme la maladie d'Alzheimer, ont plus souvent une incapacité de discernement que des patients âgés non malades vivant dans la communauté ou des patients hospitalisés dans un service de médecine interne. Maintenant, on va voir le cadre juridique. Et le Code civil suisse, article 16, paragraphe D, discernement, dit que toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. C'est-à-dire que la capacité de l'adulte est présumée et il incombe donc au médecin de prouver le contraire, l'incapacité. Et de manière générale, 2 conditions sont nécessaires pour une incapacité de discernement. Premièrement, il faut prouver que la personne est privée d'agir raisonnablement et cela inclut l'aptitude cognitive et aussi volitive. Alors, volitive, ça veut dire qu'il faut pas... alors, quelqu'un doit être capable de sa volonté de faire un choix, par exemple. Il ne faut pas avoir des contraintes. C'est un élément différent que l'élément cognitif. Et il faut aussi avoir une cause qui explique cela. Et quand je dis cause, ça veut dire une cause qui entre aussi dans une terminologie juridique, par exemple, comme l'enfance. Ça serait une cause pour ne pas être capable de discernement. Aussi intéressant ici, c'est vraiment l'incapacité de discernement. Ce sont les mineurs, les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils. Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique, demeurent réservés les exceptions prévues par la loi
Et l'article 19, les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité. Et maintenant, quand on regarde l'ordre des représentants thérapeutiques, au premier lieu, c'est de savoir si une personne a désigné quelqu'un dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude. Sinon, il faut vérifier s'il y en a un curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical. C'est ce qu'on avait. Après, ce viennent des personnes qui sont vraiment dans une relation très proche avec cette personne, le conjoint, la conjointe ou le partenaire enregistré, mais aussi ici, c'est important qu'ils font un ménage commun avec elle ou qu'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière. Après, des personnes sans cette peut-être relation intime, mais quand même qui font ménage commun avec elle, aussi ici avec l'assistance personnelle régulière. Après, c'est les proches, tout d'abord les enfants, toujours avec l'assistance personnelle régulière, les parents et les frères et sœurs. L'élément clé ici, c'est vraiment cette assistance ou le ménage commun régulier. Par rapport au déroulement du traitement, alors lorsqu'une personne est incapable de discernement, elle doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées. Et le médecin traitant établit ce traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. Deuxièmement, c'est un peu le processus de informed consent. C'est le médecin traitant renseigne la personne qui représente la personne incapable de discernement et et voilà, surtout l'informe sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, voilà, sur les raisons, son but, la nature, tout ce qu'il ferait aussi avec la personne s'il n'était pas capable de discernement, si elle était capable de discernement. Et le shared decision making, c'est le troisième point qui entre là-dedans. Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision. C'est aussi très important. À la fin, le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. Maintenant, on va vers la base éthique. C'est évident que entre une personne avec capacité de discernement et une sans capacité de discernement, il y a vraiment une différence fondamentale. Je dirais même c'est une fosse qui les sépare, un fossé qui les sépare. Parce que cette personne avec peut exercer pleinement son droit à l'autodétermination, tandis que la personne sans capacité de discernement ne peut pas exercer ce droit. Et en éthique, nous nous demandons comment on peut justifier cette distinction. Et pour cela, on a en éthique médicale, vous le savez bien sûr, les 4 principes centraux qui ont été décrits par Beecham et Childress et qui disent que c'est au sein de ces 4 principes que se déroulent les majeurs conflits, dilemmes, conflits moraux aussi de la médecine, dans la pratique médicale. C'est l'autonomie, la bienfaisance, non-malfaisance et la justice. Et pour la capacité de discernement, c'est surtout l'autonomie qui nous intéresse ici. L'autonomie, c'est la liberté individuelle d'agir selon ses propres normes et valeurs, son projet de vie. C'est une valeur fondamentale dans notre société pluraliste et aussi libérale. Sinon, l'autonomie est justifiée par l'intérêt, alors le bien-être de la personne et par la dignité de l'homme en tant que sujet libre moral, c'est-à-dire responsable et rationnel. Et cette autonomie, c'est un droit-liberté, c'est un droit spécifique, c'est-à-dire il ne faut pas y avoir une violence, pression ou manipulation. Et ainsi, c'est un droit créance, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut exiger et que les autres nous doivent. Et cet exercice de l'autonomie, ça présuppose 3 conditions. C'est l'information, c'est-à-dire il faut y avoir une information appropriée. Le volontariat, ce qu'on avait déjà eu, c'est avec, il ne faut pas être sous pression, par exemple, ou une contrainte. Et le troisième, c'est la capacité de discernement.
Et maintenant, ici, à la fin de ce point de programme, j'aimerais bien encore montrer ce slide parce que je trouve que ça visualise bien un peu ce qu'on appelle la base éthique de la médecine. Alors, le fondement éthique de la médecine, c'est sur deux piliers. L'un, c'est l'indication médicale, selon le principe de la bienfaisance qui vise le bien-être du patient. Et l'autre pilier central, c'est l'autonomie, c'est le consentement éclairé qui garantit l'autodétermination des patients, selon le principe d'autonomie. Maintenant, on vient vers... Est-ce que cette montre-là est correcte? Oui, vous avez 10 minutes. 10 minutes? 10 minutes. Ok, merci. Elle est correcte. Okay. C'est une montre suisse. Alors, voilà, l'application clinique. On y est maintenant. Alors, la capacité de discernement comprend 4 éléments. Le premier, c'est la compréhension, comprehension en anglais, et c'est-à-dire la capacité de comprendre l'information donnée de manière compréhensible et liée à la décision. C'est très important. Après, c'est l'évaluation, appreciation, ça veut dire la capacité de reconnaître sa propre situation et d'évaluer les conséquences des différentes options pour sa propre vie. Après, c'est le raisonnement, reasoning, c'est la capacité de comparer les avantages et inconvénients des options, de les intégrer et d'arriver à un choix. Après, c'est l'expression du choix, communicating a choice, c'est la capacité de communiquer la décision librement sans succomber à une pression d'autrui. Alors, comment peut-on évaluer le premier élément, la compréhension? Par exemple, on peut demander, pourriez-vous me dire dans vos propres termes ce dont je vous ai parlé concernant la nature de votre problème, le traitement, les bénéfices potentiels de ce traitement, les risques ou désagréments, mais aussi des bénéfices-risques de ne pas entreprendre ce traitement? Ou quelles seraient les alternatives au traitement dont nous avons parlé? Après, qu'est-ce qui va arriver à votre avis si vous décidez de renoncer à ce traitement? Et il faut savoir que les patientes avec troubles sévères de la mémoire peuvent rencontrer des difficultés à retenir l'information. Dans ces situations-là, il faut être très attentif sur la manière dont l'information est donnée. Elle doit être dispensée par étapes pour favoriser la compréhension de la patiente. Le deuxième élément, c'est l'appréciation ou l'évaluation. Là, on peut par exemple demander qu'est-ce qui ne va pas avec votre santé actuellement, ou pensez-vous avoir besoin d'un traitement? Pensez-vous qu'il soit possible que ce traitement puisse être bénéfique pour vous? Pensez-vous qu'il soit possible que ce traitement test puisse vous faire du mal? Qu'est-ce qui pourrait vous arriver si vous décidiez de renoncer à ce traitement test? Et pourquoi pensez-vous que je vous propose et recommande ce traitement test? Ici, c'est bien de savoir que des patients qui ont des difficultés à reconnaître qu'ils ont besoin de traitement, alors souvent identifiés comme étant anoxonosiques, sont la plupart du temps incapables de discernement. Après, le raisonnement, c'est clair qu'il ne faut pas avoir les capacités de déduction de Einstein, mais il faut quand même être capable de dire comment on en est arrivé à la décision d'accepter ou refuser quelque chose, et aussi quels sont les éléments importants pour soi, et qu'est-ce qui a fait choisir une option plutôt qu'une autre. Et là, aussi à noter peut-être les patients qui sont incapables de manipuler l'information donnée et incapables de démontrer le processus, parce qu'il s'agit de ce qu'il s'agit ici, qui les a conduits à telle ou telle décision, sont incapables de discernement. Les patientes atteintes d'une psychose sévère ou par exemple d'une addiction grave ne remplissent pas ce critère automatiquement. Le dernier élément, c'est l'expression du choix. Alors ici, c'est déjà clair de quoi il s'agit. On doit être capable de prendre une décision et il faut la communiquer aussi. Et si on n'est pas, si on ne peut pas prendre une décision, alors si on a une indécision, on peut demander qu'est-ce qui vous rend cette décision difficile. Voilà, et là encore aussi un commentaire, les patients qui changent constamment d'avis ou qui n'arrivent pas à maintenir un choix sont probablement incapables de discernement. Les patientes avec les aphasies graves ne remplissent pas ce critère.
Maintenant, encore un autre point, un peu, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un désaccord sur le projet thérapeutique? Ouais, c'est déjà là un peu, mais oui. Est-ce que vous voulez vous prononcer encore? Alors là, c'est vraiment je reviens sur ce slide avec les deux piliers de la médecine, de la base de la médecine. L'un, c'est l'indication médicale et l'autre, c'est le consentement éclairé. Et par rapport à cette indication médicale, c'est vraiment ce qui ont dit Jox et Borasio. Déjà, cette mesure est médicalement indiquée si elle a une probabilité acceptable de réaliser un objectif thérapeutique qui apporte plus de bénéfices que d'inconvénients pour un patient concret. Mais c'est aussi vrai que cette notion des risques-bénéfices, que là, c'est souvent important de faire aussi le changement de perspective parce que à la fin, c'est quand même quelque chose qu'on juge pour quelqu'un d'autre aussi. Et cette personne concernée peut faire un jugement totalement différent. On sait par exemple que les patients gravement malades sont prêts à subir beaucoup plus les thérapies lourdes que des personnes en bonne santé, par exemple. Alors, un peu les règles pour l'évaluation. Une maladie en soi, même une maladie psychiatrique n'est pas suffisante, on a déjà eu ça. Après, l'évaluation doit se baser sur une décision concrète. Et bien sûr, cette décision, ce processus décisionnel, c'est ce qui compte et pas le résultat. Alors, il y a cette neutralité par rapport aux valeurs aussi dans notre société et la notion du moment de la décision, que c'est toujours pour un moment et au cas échéant, il faut la réévaluer. Est-ce qu'on a encore du temps pour cet exemple? On a 4 minutes. Ok, je laisse ça peut-être. Effectivement, il y a des questions qui apparaissent déjà dans le chat. Donc, oh, ok. Alors, il y a encore un autre slide avec des règles un peu plus générales. Voilà, la capacité de discernement peut être évaluée par tout professionnel qualifié. Et bien sûr, dans des cas complexes, ça peut être utile de solliciter un avis d'un spécialiste. Et cette capacité, cette évaluation s'applique principalement aux décisions de soins et cette évaluation se limite à la capacité de discernement des patientes et pas d'autres personnes. Voilà. Ici encore quelques ressources, donc il y en a quelques qui sont un peu plus théoriques, comme le modèle d'Applebaum, c'est Assessment of Patients' Competence, mais aussi d'autres de la SSM que vous connaissez peut-être. Et là-dedans, il y a aussi cette UDOC, qui est vraiment un outil avec lequel on peut faire aussi cette évaluation dans la pratique clinique. Maintenant, c'est les questions. Merci. Encore merci. Je parle aussi d'équité. On va commencer par le chat.